Fouyezo nan patrimoine cultivé, la joie l'eau. La joie côté sorti, côté bralé, la comme qui moun nou ye, tout bien nous posséder. Fouyezo nan gala cultivé, la joie l'eau. En nous fouyezo nan patrimoine cultivé, la joie l'eau. Cet après-midi, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites instaurée depuis 1989 par l'UNESCO via son Conseil international des monuments et des sites ICOMOS. Ainsi, le thème retenu pour cette année encore, c'est passé complexe et futur divers. Nous allons penser patrimoine, nous allons apprécier patrimoine et nous allons réfléchir patrimoine. Avant de commencer, nous allons vous présenter un peu l'INAPAT, qui est l'Institut haïtien patrimoine et tourisme. On est un organisme qui est chargé d'interpréter des sites culturels et patrimoniaux. Consultation en patrimoine, seulement les entreprises qui sont intéressées par le patrimoine, et on travaille avec les chercheurs, étudiants, et on fait des recherches. Pour commencer, nous allons entonner ensemble un couplet de la Dessalinienne. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons chanter pour le pays et pour nos pères. Formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours, nous serons frères. Après 2, 3, pour le pays et nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci, mettez-vous. Applaudissez, s'il vous plaît. Encore une fois, je suis très heureuse d'être avec vous. Maintenant, je vais faire place tout de suite au professeur bien-aimé Kessler, spécialiste du programme alors culture à la Commission haïtienne de coopération avec l'UNESCO, membre du CELAC Québec, conseiller culturel à l'INAPAT, chef du département Histoire de l'art et archéologie à l'IRA-ISEAS et aussi doctorant. Professeur Kessler, dans les propos de bienvenue. Merci. Infiniment merci, Bianca. Et moi, content pile après-midi pour nous de toute façon réunis autour d'une thématique qui concerne nous-mêmes en tant que porteurs, veilleurs et monde qui a porté discours, notamment qui a construit l'idée autour de thématiques patrimoniales et notamment autour des sites culturels et patrimoniaux. Et c'est avec un pile plaisir, au nom de Commission nationale haïtienne de coopération, côté moi-même, je travaille comme de responsable programme, n'a remercié, n'a salué tout un partenaire qui impliqué dans l'activité ça. Et notamment l'UNESCO, qui c'est le bureau de l'UNESCO en Haïti. Laurence, je te fais un clin d'œil, je crois, monsieur Elmidi, en principe, il est en ligne. Et n'a remercié tout intervenant nous, et notamment monsieur Jolibois, architecte, qui honorait nous de sa présence et qui c'est un directeur, ancien directeur de l'ISPAN, c'est-à-dire on a parlé d'une thématique qui concernait monsieur ça en particulier, c'est-à-dire en termes de gestionnaire de sites, notamment d'un site patrimonial à dimension mondiale. Et la première c'est Focal, et notamment qui dès le départ qui accompagnait INAPAT de manière technique, et notamment c'est-à-dire vraiment comme partie prenante de cette activité.
et remercier et bien entendu Haïti Belle qui profitait de l'activité ça, qui c'est pour faire honorer d'une part les participants participantes dans le concours ça et les jurés et l'a regardé monsieur José Azor qui là justement et pral grand pile surprise. Il a fait activité ça, notamment la photographie de sites patrimoniaux et sera à l'honneur. Et le grande personnalité de la photographie, je peux vous assurer, c'est la surprise, je ne vais pas vous donner le nom maintenant, mais elle sera là et pour cet événement. Nous avons remercié l'ensemble des membres de l'INAPAT qui présentent une grande activité à côté de Capel et que nous, c'est étudiants, nous, c'est professeurs, nous, c'est chercheurs dans le domaine ça. Nous avons remercié monsieur, notamment, et représentant du roi, M. Elmiti, et qui répondent, et bien entendu, qui autorise l'activité ça a fait, et puis qui prend la parole, qui occupe, bien entendu, nous autres, on courrier là pour la Banque mondiale, mais de toute façon, il sera là tout à l'heure, en ligne et en présentiel. Et nous avons remercié le docteur Denisva, Henrik, qui notamment est à côté en discours, qui travaille pour thèse de doctorat, notamment sur le site le PNH, c'est-à-dire le Parc national et d'Haïti. Ça se fait gagner. Nous avons remercié aux jeunes de l'ISPAN, ce sont les jeunes loups, qui arrivent chez nous là, c'est Yves et qui notamment avec fait une spécialisation et sur les fortifications et en Haïti. Bien sûr, la fait travail ça, c'est étudiant programme de maîtrise et mémoire et patrimoine et que ça fait spécialisation ça pour venir travail pour pays et de Italie actuellement en France, l'a spécialisé. N'a remercier le directeur de l'ISPAN et monsieur Patrick Durandis et bien entendu qui c'est actuel DG, directeur général de l'ISPAN et notamment je crois le 42e numéro de l'ISPAN, du bulletin de l'ISPAN, et il consacré à monuments et sites. Et ça, son bagage spécial que la vient présenter nous, M. Durandis, il sera en ligne. Et la première, c'est tout un membre technique de la focale et membre de la presse, et vous, étudiantes, notamment de IERA et ISEAS, qui est présent en grand nombre, c'est votre activité, c'est votre département, c'est votre champ de travail. La première, c'est un graphiste qui c'est Kimberline, qui vraiment porter activité ça en termes de graphique. Sans elle, nous n'aurions pas eu de visuel assez intéressant. Regardez Kimberline. Et puis, chère Bianca, et puis nous tous qui là, professeurs, etc. Et nous comptons que nous allons passer un bon après-midi. Bien sûr, ce sera en format de causerie et virtuel et en format hybride et virtuel et présentiel. Nous comptons et nous espérons que nous avons passé un bon après-midi au nom de la Commission nationale, là, au nom de Jean Coulange, qui est secrétaire permanent et commission 1. Nous disons merci et activité à nous passer la parole. Avant de faire, ma proposition dit à Ibobo pour architecte Hippolyte Farah, qui peut être activité à techniquement sous dole, parce que quand même nous avons pile jeunes dans une appart, mais il a fallu avoir finalement quelqu'un de professionnel qui peut vraiment assurer que c'est question de confiance, etc. Vous comprenez, il a bien content, monsieur David n'a pas tout bien content. Merci beaucoup et il a passé la parole. Nicolas, si tu le permets. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons recevoir le chargé du bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince, M. Elmedi Moufpa. Merci encore une fois. J'espère que je le prononce bien. On est pour tout le monde et moins saliez-nous. Donc, merci pour l'invitation. Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des hautes autorités de l'Université d'État d'Haïti, chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers amis, c'est pour moi tout d'abord un honneur et un immense plaisir que de répondre à l'invitation de l'Institut haïtien Patrimoine et Tourisme, associé à l'Université d'État d'Haïti, qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux de la direction des études postgraduées. J'ai tenu à être présent, même seulement à distance, en ligne, pour contribuer au nom de l'UNESCO à faire de ce 18 avril 2021 en Haïti, comme partout ailleurs, une véritable fête
des monuments et des sites. Je tiens particulièrement à remercier l'Institut haïtien Patrimoine et Tourisme pour cette nouvelle initiative en faveur du patrimoine haïtien, d'une longue série d'initiatives dont nous saluons l'engagement et la qualité. Depuis 1982, le Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, une organisation partenaire de l'UNESCO, invite la communauté mondiale, comme vous le savez, à célébrer cette journée. En Haïti, qui est mon nouveau pays d'adoption, les monuments et les sites constituent un héritage culturel au monde. J'ai eu la chance le week-end dernier d'être au Cap Haïtien, de visiter le parc national, de visiter la citadelle, de visiter l'église, et j'ai découvert énormément de beauté. Et pour le natif du Mali que je suis, il est frappant de mesurer à chacune de mes visites à travers votre magnifique pays, et au fur et à mesure de mes découvertes, la singularité du patrimoine culturel haïtien. Singularité qui participe de la complexité de cet héritage culturel. Certes, bien sûr, ces monuments et sites représentent un héritage puissant, solidement ancré, car ils sont le reflet de la construction advenue au cours des siècles, des identités ou devrais-je dire de l'identité plurielle haïtienne. Mais c'est aussi, comme vous le savez tous, un héritage d'une grande fragilité. Alors que cet héritage culturel, constitué à partir des différentes formes de résistance des personnes esclavagisées contre leurs oppresseurs, contre le système esclavagiste et colonial, alors que cet héritage culturel s'est construit, souvent pierre par pierre, dans un contexte de lutte pour la liberté, mais aussi dans un contexte d'alliance stratégique pour la survie et la survivance de tout un peuple. Cet héritage est aujourd'hui fragile et vulnérable. Méconnu, négligé, menacé par des catastrophes naturelles, par l'ignorance et la cupidité, et tombé sous le joug d'interprétations parfois douteuses et même discriminatoires. Cet héritage, qui est un symbole de l'égalité des droits pour tous, a besoin d'être transmis aux générations futures dans son intégralité, pour qu'il soit encore et encore gardé et réinterprété. Il s'agit certes, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, d'un patrimoine fragile, comme le montre aussi l'incendie de la chapelle du Sacré-Cœur de Millau d'il y a un an, un autre domaine de collaboration entre l'UNESCO et Haïti. Mais cette fragilité sous-tend des débats vifs, des opinions fortes, des prises de décision affirmées. Et au cours des dernières années, les débats sur l'omission et l'effacement de certains récits et sur le fait de privilégier des histoires plutôt que d'autres ont atteint un point culminant avec des manifestations parfois très vives. Aborder des points de l'histoire contestés implique donc un dialogue solide, de haut niveau, des conversations complexes, contradictoires et des efforts importants et du temps pour parvenir au renouvellement de récits identitaires, d'interprétations cohérentes et de projections permettant de revisiter la complexité de l'héritage culturel haïtien. Sur cette base, je suis convaincu qu'il est possible de contribuer et penser le futur de nos monuments et de nos sites de manière décomplexée. Autrement dit, repenser de manière critique l'histoire incroyable auquel l'humanité doit tellement. La rencontre d'aujourd'hui permettra, je l'espère de tout cœur, de dégager des éléments importants du patrimoine haïtien, parfois moins valorisés,
pour être redimensionné. Je pense par exemple à l'importance des femmes dans les récits et dans la construction et la transmission du patrimoine immatériel et matériel. La conférence contribuera, souhaitons-le, et je n'en doute pas un seul instant, à faciliter l'appropriation plus ouverte et dynamique sur l'avenir des monuments et sites patrimoniaux haïtiens. Elle suscitera peut-être au final les nouvelles voies pour des narrations plus inclusives, plus représentatives de l'héritage culturel haïtien dans sa globalité. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent dialogue, des débats très riches et des questions inspirantes. Merci. Ok, sans plus tarder, nous allons faire place à l'architecte Henri Robert Jolibois pour la première intervention titrée Émotion. Monsieur Henri Robert Jolibois est architecte et ancien directeur de l'ISPAN et actuel professeur à l'université de la Fondation Aristide. Monsieur architecte Robert Jolibois, bien à vous. Donc on va avoir une conversation. J'ai nommé cette conversation émotion. Émotion, ça va être le point d'arrivée. Le point de départ, c'est la journée mondiale des monuments et sites. Je reprends. Émotion, ça va être le point d'arrivée. Le point de départ, c'est la journée des monuments et sites. Première chose, une journée. À chaque fois que vous avez les dénominations, il y a des sens cachés ou oubliés. Dans le cadre de l'UNESCO, il faut réhabiliter tous ces sens. Donc une journée, c'est une période de temps, un jour. Mais journée, ça veut dire aussi voyage. Donc, nous allons voyager ensemble. Deuxième mot-clé, monument. Le sens commun, c'est quelque chose qui est dédié à une personne, un événement ou autre chose. On garde ça. Troisièmement, un site. Un site, c'est un objet qui se trouve dans la nature ou un élément en mathématiques, géographie ou quelle que soit la science qui a une valeur spécifique. Lorsqu'on parle de site, on parle de tout l'objet ensemble. Lorsqu'on parle de localité, on parle de cet objet dans un sens spécifique. Maintenant, de temps en temps, je vais vous demander de faire des petits voyages dans votre imaginaire. Donc, je vais vous demander un premier voyage. Fermez les yeux et essayez de trouver dans votre cerveau des connexions avec ces trois mots-clés. Journée, dans le sens de voyage. Monument, dans le sens de dédié à la mémoire ou à une personne. Et site, un lieu ou un objet. Vous avez fait l'exercice? Est-ce que vous l'avez fait? Très bien. Maintenant, tout ça, c'est des mathématiques. On va essayer de faire le voyage pour comprendre combien ces formules, ces désignations, ces mots ont une valeur encore plus grande qu'on ne l'imaginait. On va commencer par la journée. Le système des Nations Unies a inventé les journées. Je crois qu'il y en a 140 quelque chose par année. Et ces journées, elles sont dédiées à ce que les presque 200 pays, États-nations qui font partie du système des Nations Unies, puissent travailler sur un thème ce jour-là. Pourquoi ont-ils décidé de le faire? L'UNESCO a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Le spectre de désastre de la Deuxième Guerre mondiale est phénoménal. Pratiquement tous les monuments d'Europe sont détruits et dans le monde entier, il y a des choses qui sont détruites. La perte en vie humaine est extraordinaire et la Deuxième Guerre mondiale fait partie d'un continuum d'affrontements et de crises avec, bien entendu, la Première Guerre mondiale. Le système des Nations Unies fait suite à la Société des Nations qui n'a pas fonctionné.
Et lorsque toutes ces nations se réunissent après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde réalise que pour avoir la paix, il faut travailler dur, pratiquement plus dur que pour la guerre. Donc, on va trouver des formules, on va trouver des éléments pour rassembler les cultures, rassembler les hommes, rassembler les causes, trouver des objectifs. Et comme les Nations Unies sont dans le prolongement de la Déclaration des droits universels de l'homme, donc, une fois que cette formule de journée internationale est décidée, la première journée internationale sera pour la Déclaration des droits de l'homme. Un deuxième mot caché, c'est international. International veut dire les nations entre elles, les nations ensemble, ou bien un petit groupe de nations. Mais il se trouve que international est un terme du siècle des Lumières. C'est une grande discussion de Bentham, si mes souvenirs sont bons. Et ce sont des philosophes anglais qui pensent que pour qu'une nation soit prospère, il faut qu'elle offre de la joie, de la satisfaction. Il faut que l'équilibre des éléments de cette nation soit pour le sens commun. Et extraordinairement, cette notion de international n'est pas issue de la France, quoiqu'elle soit l'une des plus grandes lumières à l'époque. Ça vient de l'Angleterre. C'est fait par une traduction de Dumont, et le mot va faire école. Maintenant, cette notion de partager le bien commun, de travailler au bien commun, le système des Nations Unies va utiliser cette notion et l'utilise jusqu'à présent dans pratiquement toutes les actions, toutes les organisations. Et il se trouve que vous autres, vous êtes tous dans cette affaire de sciences sociales, avec les pieds de temps en temps en sciences appliquées, en anthropologie et autres, vous êtes les soldats de ce combat. C'est-à-dire que votre mission principale, c'est de faire des analyses et d'offrir une option positive. Une option positive qu'on puisse appliquer. C'est votre première mission. Monument. Oui, en général, monument veut dire c'est dédié à quelque chose. Nous sommes tous en train d'étudier à Port-au-Prince. Donc, la référence monumentale première de Port-au-Prince, c'est le Champ de Mars. Avec tous ceux qui se sont battus, les chefs qui se sont battus pour notre indépendance. Mais ce n'est pas le sens qui est le plus important pour vous. Pour vous, je vous propose comme meilleur sens, lorsqu'on vous dit monument, songez exceptionnel. Lorsqu'on vous dit monument, songez exceptionnel. Site. Nous avons tous, en tant qu'Haïtiens, étudié le combat de la ravine à Couleuvre, ou bien Vertières. Vous savez où se trouve la ravine à Couleuvre? Savez-vous où se trouve Vertières? Pardon? Pourquoi vous savez où se trouve Vertières et pas la ravine à Couleuvre? Pardon? Très bien. Je vais revenir sur vous. Mais pour Vertières, pourquoi vous avez tous identifié Vertières? Parce qu'il y a un monument qui est là, qui est dressé pour que s'en souviennent. La ravine à Couleuvre n'a pas encore ça. Donc on peut s'entendre entre nous. Deuxième point qu'on va faire ensemble, s'il vous plaît, pendant vos études, faites en commun une étude de comment découvrir le site à distance, puisque vous savez où nous sommes aujourd'hui en tant que République. À distance. Mais essayez de trouver des éléments de la ravine à Couleuvre et essayez de trouver des formules qui permettraient que la ravine à Couleuvre
soit reconnue et célébrée autant que Verdière. Mais encore une fois, cette notion de site qui nous permet de savoir c'est ici ou là, dans l'espace, elle n'est pas complète. Parce que là encore, lorsqu'on parle de site, on parle de notion d'exception. On utilise, on est très content de l'avoir, surtout qu'on ne l'avait pas longtemps avant. Mais il est fonctionnel, on l'utilise. Par contre, un site exceptionnel, c'est quelque chose qui est mélangé avec une histoire, des éléments, une esthétique, beaucoup d'autres éléments qui font que ce site est exceptionnel. Maintenant, exceptionnel, c'est dans quel domaine principal que nous autres, en tant que spécialistes, on va s'occuper de cela? C'est dans le domaine du patrimoine. Maintenant, encore une fois, le sens de ces mots est beaucoup plus riche que le sens qu'on trouve dans les dictionnaires. Donc, on va dire patrimoine, c'est ce que nous ont laissé nos aïeux, ceux qui sont venus avant nous. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Sans le patrimoine, vous n'êtes pas vous-même. Imaginez avec moi. Vous êtes un romantique. Néron vient de lancer une nouvelle campagne de jeux de cirque. Où vous placez-vous? Quelle connaissance avez-vous en tête? Quel est votre club social? Quels sont vos moyens? Quelle est votre sensibilité? Est-ce que vous êtes pour le lion lorsqu'on va faire les sacrifices? Est-ce que vous êtes pour le chrétien si on arrive à cet espace? Est-ce que vous êtes pour l'architecte? Et est-ce qu'on a trouvé assez de toiles pour couvrir tous les cirques romains pour que la foule ne soit pas au soleil? Avec votre imagination, vous pouvez le trouver. Troisième point que je vous donne, s'il vous plaît, c'est le point principal. Je viens de faire avec vous un exercice de contexte. Mise en contexte. Si, dans vos études et dans votre vie professionnelle, vous arrivez à bien cerner ce domaine de la mise en contexte, vous êtes tout simplement des rois et des reines. Vous êtes tout simplement des rois ou des reines. Parce que vous allez avoir différentes façons, différentes perspectives de voir cet objet culturel, cet élément culturel, et de le mettre en valeur, de l'utiliser, de l'analyser, de faire avancer la recherche, etc. Un autre point qui est excessivement important, qu'il ne faut jamais faire. On a tendance aujourd'hui, en plein 21e siècle, à être très, très enfant gâté. Ah, il n'y a pas d'électricité. Ah, le téléphone ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'Internet, l'Internet ne fonctionne pas. Mais ça va continuer à mal fonctionner parce que les Haïtiens ont une culture de ne pas parler des choses très importantes. Le monde entier est en crise. Depuis la pandémie, tout le monde utilise l'Internet de façon tout à fait novatrice. Nous autres, notre saveur est tout à fait extraordinaire. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait des problèmes de télécommunication. Le péché, c'est de ne pas en parler. Le péché, c'est de ne pas essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses avant même qu'on ait des millions de dollars, parce que souvent, lorsqu'on parle de télécom et d'information, etc., on parle de millions. Nous autres, dans notre espace patrimonial, nous savons bien que la réalité est tout autre. Lorsqu'on a un problème à résoudre, il faut le résoudre dans les trois temps, le passé, au présent, au futur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant? Qu'est-ce qu'on peut faire demain? C'est toujours aussi notre espace de travail. Donc, un autre point de référence, passé, présent, futur, c'est pas simplement quelque chose de passif pour les objets culturels, etc. C'est aussi pour notre propre discipline. Je ne vous ai pas perdu? Vous êtes avec moi? Super. Je veux être sûr. Tout le monde, levez-vous.
respirer un peu malgré le masque. Essayez de trouver l'imagination. Je vais vous demander maintenant de trouver le moment dans votre cerveau qui s'appelle le moment Eureka. Vous savez, lorsque vous saviez jouer avec la boule ou bien avec un ami dans le quartier et tout ça, ce moment-là où tout est disponible, c'est ce moment-là que je veux maintenant dans votre cerveau pour qu'on puisse continuer. Je vous remercie de votre gentillesse. Asseyez-vous, on va continuer. L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est venu avant? L'œuf ou la poule qui est venu avant? Malheureusement, ce n'est pas la poule, c'est l'œuf. Malheureusement, ce n'est pas la poule, c'est l'œuf. Malheureusement, ce n'est pas la poule, c'est l'œuf. C'est-à-dire que, en tant que professionnel du patrimoine, quelle que soit votre croyance religieuse, vous devez accepter cette théorie de l'évolution. Si vous croyez énormément à une religion, je vais vous donner une signification toute simple. Cet être suprême, Dieu, pour certains, pour qu'il puisse nous permettre de comprendre le travail à faire, le chemin du futur, nous a donné la liberté pour qu'on puisse comprendre la nature. Donc, cette évolution serait une évolution divine, si vous avez cette ligne religieuse dans votre cerveau. Si vous êtes athée, il y a tant de formules mathématiques qui font la même chose. Où les choses bougent entre elles évoluent et le monde change. La seule chose qui est impossible dans ce monde que nous vivons, dans cette dimension, c'est de rester statique. On reste immobile, on est mort. On ne sait même pas qu'on est mort, mais dès qu'on est immobile, on est déjà parti. Donc pour nous autres, dans le patrimoine, ça, c'est un domaine sacré, on doit toujours l'avoir en tête. Ça va? Donc on a vu jour, journée, Nations Unies. On a vu monument, on a vu site, dans leur sens premier. Plus ou moins, disons premier au pluriel. Maintenant, j'ai fait la blague, la poule ou l'œuf, pour introduire l'évolution des choses. Et une deuxième blague. Vous ne devez pas, en tant que spécialiste du patrimoine, être frustré ou prendre comme si c'était acquis tout ce que vous avez autour de vous. Parce que tout ce que vous avez autour de vous, il y a des hommes et des femmes qui ont contribué à nous amener là. Et nous autres, notre spécialité, c'est de comprendre toute cette provenance, c'est de comprendre toutes ces lignées pour aller de l'avant. Donc, le patrimoine, c'est toutes ces richesses qui font partie de notre réalité. Il y a deux types de patrimoine. Un patrimoine naturel et un patrimoine culturel. Le patrimoine naturel a dans son sein l'une des meilleures références en histoire, c'est la géologie. Je reprends. Le patrimoine naturel a l'une des meilleures références en histoire, c'est la géologie. Le patrimoine culturel, c'est une formule qui est venue à la fin du XXe siècle pour englober l'histoire, pour englober l'anthropologie, l'archéologie et le reste. Ce chemin qu'on a parcouru est excessivement important aussi, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs. Et toutes ces erreurs, on doit les connaître pour ne pas les répéter. Par exemple, en France, lorsqu'on a commencé à trouver les vestiges celtes, gaulois et le reste, ils ont dit « Ah, ça, c'est nos racines ». Et lorsqu'on a commencé à trouver des vestiges du néolithique, on a dit « Ça, c'est laissé par les Gaulois ». Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je vais y arriver. Voilà. Ils ont dit que, ça, c'était les Gaulois qui ont laissé toutes ces choses néolithiques et le reste. Une autre chose qui nous arrive ici en Haïti, c'est que dans notre combat
pour la connaissance. On utilise la langue française. Malgré toutes nos luttes, nous sommes toujours dans le domaine français. Et parfois, on s'oublie. On oublie que Haïti, c'est le néolithique. On oublie que Haïti, c'est les Amérindiens. On oublie que Haïti, c'est les Taïnos. On oublie que Haïti, c'est les Boucaniers. On oublie que Haïti, c'est les flibustiers. On oublie que Haïti, c'est aussi la religion. On oublie que Haïti, c'est aussi l'Afrique. Mais pas n'importe quelle Afrique. Une quinzaine, pour ne pas dire beaucoup plus, de nations africaines qui sont venues ici. À un certain moment donné, on les a appelés esclaves. Ils n'ont jamais été esclaves. Esclaves, c'est la dénomination que celui qui est en train de les abuser a trouvée pour leur enlever leur humanité. Ce sont des hommes qu'on a lancés en enfer. Ils auraient pu, s'ils savaient qu'ils allaient venir ici, dans ce domaine, ils auraient choisi la mort. Et ils ont fait quelque chose de plus extraordinaire. Ils ont choisi la vie. Je répète pour vous. Esclave, c'est la désignation de celui qui a mis les fers. Les personnes qui sont venues là, ce sont les personnes qu'on a plongées en enfer, on a enlevé leur humanité, mais ils ne se sont jamais considérés comme esclaves. Ceux qui ne se sont pas suicidés ou ne sont pas morts au combat ont choisi la vie. On choisit la vie. Ce qui veut dire que, en travaillant en Haïti, quel que soit l'espace où vous êtes, mettez-vous bien en tête que la première tranche horaire que vous devez mettre dans votre tête, c'est une tranche horaire géologique. Elle remonte à la nuit des temps. Au niveau des hommes, la première tranche horaire que vous devez mettre dans votre espace de travail, c'est toutes les années avant l'an 1000 après Jésus-Christ. Les années de colonisation sont mieux documentées. À l'exemple de ce que Cortés a fait au Mexique, la mémoire des peuples qu'on a trompés a été détruite. Mais nous autres, heureusement, nous avons d'autres outils. Au début, ce combat que nous menons a été mené par la SHHGG, la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Elle se trouve être dans les Amériques, l'institution spécialisée la plus ancienne de tous les États américains. Au début, elle a utilisé l'histoire et la géologie et la géographie comme première référence. Aujourd'hui, elle commence à évoluer comme toute cette science évolue dans le monde. Cette science évolue en utilisant l'objet comme première vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous faites des recherches historiques, vous allez utiliser des sources littérales ou orales et vous allez faire des comparaisons, enfin, tout le tralala. Mais nous autres, dans notre expérience de l'ISPAN, on n'a pas trouvé de papier. On n'a pas trouvé d'historien spécialisé dans ce que nous devions faire. Et on a même participé à l'invention d'une nouvelle science qui s'appelle archéotechnique. C'est toutes les technologies de l'archéologie utilisées aux monuments et sites construits, qui ne sont pas souterrains, qui sont en vestige. L'objet, c'est comme une personne que vous devez garder, protéger, comprendre et transmettre à votre petit frère pour que lui transmette ça au prochain de la lignée. L'objet, c'est votre meilleure référence pour être toujours satisfait de votre travail. Vous avez l'objet, vous trouvez un des éléments que vous pouvez étudier, vous le faites, et ensuite, vous expliquez votre thèse. Il y aura des antithèses. Vous allez faire votre synthèse, il y en aura d'autres. Mais au fur et à mesure de ces recherches, je vous assure que la définition qu'on va avoir de nous-mêmes, des autres et de notre communauté va être extraordinaire. Un dernier point.
En ce qui a trait avec Haïti, malheureusement pour vous autres et pour moi, nous sommes dans le domaine de l'exception. Depuis l'époque géologique, Haïti est exceptionnel. Lorsque les continents se sont détachés, la zone où nous nous trouvons a été la zone des plus grands conflits. Ça a été encore malheureusement bouleversé par un événement astral et astronomique. C'est l'astéroïde Chicxulub qui a heurté tout près d'ici, au Yucatan, et qui a fait que l'île de la Gonâve est l'une des choses les plus rares en géologie. C'est une sorte de petit... Vous savez voir les voitures et puis l'axe de la voiture. Donc la roue tourne à toute vitesse et puis le milieu reste en place. L'île de la Gonâve fonctionne de la même façon. C'est pour cela qu'autour de l'île de la Gonâve, nous nous trouvons, et autour de où nous nous trouvons, il y a deux grandes failles. Il y a une faille qui est tout près d'une zone de subduction avec les grands continents, la faille atlantique, et il y a une faille qui est encore au sud avec la mer des Caraïbes. Donc, déjà au niveau géologique, tout ce qui nous concerne est exceptionnel. Pour vous laisser partir, je vais vous faire vous souvenir de ce que c'est que exceptionnel. Fermez les yeux. Fermez les yeux. On a encore une fois panne d'électricité dans tout le Port-au-Prince. Vous ne pouvez pas dormir. Vous sortez un peu, vous regardez le ciel, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, et vous voyez toutes les étoiles. Cet espace que vous voyez au-dessus de vous, c'est ça, l'espace monumental. C'est un espace qui est exceptionnel, c'est un espace qui nous rappelle l'essentiel de notre vécu. Il nous rappelle comment nous sommes petits et que la seule chose qui nous permette de devenir immortels, c'est de contribuer à notre communauté ou au bien autour de nous. C'est le seul pouvoir qu'on a. Et lorsqu'on a réalisé ça, cette immensité, cette chose extraordinaire, il n'y a qu'un seul sentiment en tête avant d'aller dormir lorsque finalement on s'est calmé, l'émotion, une émotion positive. Je vous remercie. Merci, architecte Jolibois, de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait rêver et d'avoir suscité tant d'émotions en nous aujourd'hui. J'ai découvert en vous aujourd'hui un pédagogue que je ne connaissais pas. Hein? Alors, j'ai une question par rapport à tout ce que vous nous avez exposé aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous décider, mais je voudrais, s'il vous plaît, que vous partagiez avec nous lequel de nos monuments architecturaux suscite chez vous le plus d'émotions. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun. Désolé. Aucun. Comprenez bien. La citadelle et le système des forts haïtiens est exceptionnel parce qu'on l'a construit et aucun autre peuple qu'on a écrasé n'a pu le faire. Mais on ne peut pas prendre l'arbre hors de la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est exceptionnel, mais c'est exceptionnel parce que c'est dans un arbre. Exemple, à commencer par les Jérémiens eux-mêmes. Ils n'ont jamais apprécié leur ville, dans le sens que tout le monde se plaignait qu'il y avait trop de maisons anciennes, en bois, etc. Mais pour moi, c'était tant et tant de richesses. Tant et tant de richesses. Vous imaginez qu'il y a des personnages qui sont dans l'histoire d'Haïti, leur maison était toujours telle qu'elle, entre guillemets, à Jérémie, avant le cyclone, avant Mathieu. Autre chose aussi qui est extraordinaire, c'est que avec cette géologie que nous avons, Miragoâne et Jérémie, par exemple, ce sont des villes qui sont dans des vallonnements, c'est comme une roulette russe. Lorsque vous êtes à Miragoâne et on vous dit non, c'est pas chez Jolibois, c'est tout droit. Tout droit veut dire que vous allez faire le long de la montagne pour aller là-bas. Et lorsque à Jérémie on vous dit c'est tout droit, c'est que vous avez au moins 2 ou 3 collines à monter avant d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est exceptionnel. Ou bien encore à Jacmel, au niveau d'espace. Je peux continuer? Tu dois lui donner... Elle fait ça bien. Lorsqu'à Jacmel, on vous dit, non, non, il n'y a aucun problème, allez là-bas. Mais au niveau des voies officielles, larges de Jacmel, il faut cheminer comme ça. Par contre, au niveau du circuit à pied, il y a un tas de chemins dans Jacmel qui permettent d'aller n'importe où, mais à une vitesse extraordinaire, plus vite que les motos si vous avez le physique. Ce sont des choses extraordinaires. Donc, au départ, voilà ce qui m'est arrivé lorsque j'ai vu la citadelle. Rien n'avait été fait. Et pour moi, c'était, malgré que j'ai travaillé à sa restauration, cette image que j'ai lorsque je l'ai découverte en ruine est longtemps plus romantique que ce que nous avons pu faire pour la préserver. Mais il y a une chose tout à fait extraordinaire. C'est parce que je l'ai vue en ruine que j'ai voulu la préserver. C'est parce que j'ai voulu la préserver que j'ai fait cette aventure qui n'était pas dans mon programme, et dans le programme de personne d'autre. Et c'est parce que je l'ai fait qu'aujourd'hui, je suis tout à fait différent. C'est pour ça que, appelez-moi fier, appelez-moi fou, je veux tous les deux. Mais je suis tout à fait meilleur et tout à fait différent. Et je veux passer ce flambeau à tous les autres. Pour terminer, désolé, mais tu as encore pesé un bouton où il y avait trop de choses à dire. J'ai un ami nigérien qui est Edmund Abaka. On a fait cette réunion entre tous les universitaires qui s'occupent d'Haïti à Jacmel. Et lui, il a pleuré lorsque j'ai fait une présentation sur notre patrimoine, sur l'effort, parce qu'il m'a dit, écoute Henri, on va travailler ensemble. Cette chose que vous avez là n'existe plus en Afrique. Et ce n'est pas les Africains qui l'ont fait. N'existe plus en Europe, parce que les peuples de petite taille ou de petit intérêt politique qui ont pu faire ces choses pendant ce grand boom de la Renaissance n'existe plus. Vous vous imaginez, n'existe plus. Donc, dans le cas de la citadelle, lorsqu'on dit, d'ailleurs, la citadelle est devenue patrimoine mondial avant de devenir patrimoine national, et oui, c'est vrai, c'est simplement parce que nous avons des choses, et beaucoup de choses qui ne nous appartiennent plus. Bakosu Miwa, Miwaye, Shango Negnago. Je suis étudiante à IRA en histoire de l'art et archéologie. Donc, je ne sais pas si ce que je vais vous dire, c'est une question, mais tout de même, je vais quand même avancer. Vous avez dit, alors, dans votre discours, vous avez dit que, alors, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé. Vous avez souligné que, en parlant de ceux qui sont morts, de ceux qui sont suicidés, et puis il y a ceux qui ont choisi de vivre dans la bataille pour l'indépendance. Donc, ce n'est pas plutôt pour dire que ceux qui ont survécu, c'est grâce à ceux qui se sont suicidés, ceux qui sont morts au combat, parce que c'est un ensemble, c'est un tout qui va donner un résultat qui pourrait dire, comme vous dites, ce qui devient extraordinaire, ce qui devient magnifique en parlant de l'indépendance. Donc, on pourrait dire que c'est grâce à ceux qui se sont suicidés, à ceux qui sont morts, qu'on peut dire que ceux qui sont restés en vie, ils sont en vie grâce à ceux qui sont morts et à ceux qui se sont suicidés. Donc, ça m'a un peu frappé ça m'a un peu, à vrai dire, blessé quand vous avez dit que ceux qui sont restés en vie, c'est parce qu'ils ont choisi la vie, mais ceux qui sont morts au combat, ceux qui se sont suicidés, c'est pas pour dire qu'ils n'ont pas choisi la vie, mais ils ont choisi la liberté. Donc, ceux qui sont restés en vie ont eu la liberté grâce à eux. Je n'ai pas dit que ceux qui sont morts ou ceux qui se sont suicidés ont tort ou raison. J'ai mis en évidence que ceux qui ont choisi de rester vivants, c'est grâce à eux que nous sommes là, en premier. C'est un courage extraordinaire devant l'inconnu, devant une réalité abjecte. On met des mots. Les mots cachent la réalité. C'est abject. C'est abject, cette affaire d'esclavage. Ça laisse des traces. Et jusqu'à présent, ces traces sont là. Ils sont tous des héros. Il n'y a pas de meilleurs héros parce qu'ils se sont suicidés, ou bien ils se sont battus, ou bien ils ont trahi, ou n'importe quoi. Ils sont tous des héros, femmes et hommes, et enfants. On oublie les enfants. Les enfants étaient libres jusqu'à avant la puberté.
après n'importe quoi. Ce qui est encore plus terrible, lorsqu'on est né en servitude, à un moment, vous étiez peut-être enfant, sûrement pas homme, et ensuite, basta. Donc, encore une fois, je précise, peut-être que je me suis mal exprimé. Tous ceux qui sont venus avant nous dans cette affaire d'esclavage sont des héros et des héroïnes. Ça va? Merci. Deuxièmement, patrimoine mondial. C'est tellement simple. Dans le site de l'UNESCO et en principe dans l'un des cahiers de l'ISPAN, la liste de ceux qui vont passer, qui sont plus éligibles est déjà là. Si vous devez travailler sur le patrimoine mondial dans vos travaux, utilisez les cahiers de l'ISPAN et utilisez le site de l'UNESCO pour aller plus loin. Mais si vous avez écouté, bien écouté, et si je me suis fait bien comprendre, vous avez la réponse. Quelle que soit la chose que vous choisissez, même si elle n'est pas haïtienne, elle va être monumentale, exceptionnelle, et vous pouvez peut-être l'amener au patrimoine mondial, qu'il soit naturel, culturel ou immatériel. Merci pour votre intervention. Maintenant, on passe à la deuxième intervention avec le docteur Kenrick Demesval, professeur à l'Université d'État d'Haïti, ethnologue et historien, et spécialiste en interprétation et mise en valeur du patrimoine. Il est en ligne. Cette deuxième intervention est titrée « Passé complexe et futur divers ». Bonsoir tout le monde. Et d'abord, je dois remercier l'équipe de l'INAPAT, l'Institut du patrimoine et tourisme, l'organisateur de cet événement, et aussi je vais remercier pour l'invitation que j'ai reçue de Kessler Bien-Aimé et de Guibert Charles pour participer avec vous à cet événement. Je dois saluer d'abord la présence et la très grande présentation, je dirais, de M. Henri Robert Jolibois, professeur à l'université. Introduire la réflexion que je vais faire autour du thème de la Journée internationale des monuments et des sites. En fait, avant même d'aborder nos questionnements sur ce thème, j'aimerais, si vous me le permettez, faire un retour sur la définition même du concept de monument et même de patrimoine. En fait, monsieur, bon, je n'ai peut-être même pas besoin de reprendre la définition du monument puisque monsieur Jolibois en a si bien expliqué qu'un monument c'est comme un symbole architectural qui, justement, renvoie à la mémoire d'un lieu, d'un événement ou même d'une personne. Mais je voudrais aussi expliquer que par rapport au fait de la transition du terme de monument vers celui du patrimoine, il y a toujours et encore beaucoup de débats qui se réalisent à l'international, entre autres sur la question du patrimoine, ce que c'est que le patrimoine, ce qu'il n'est pas, que faire avec, qui en est le détenteur, pourquoi on choisit de patrimoine, comment le faire et surtout, si vous revenez au terme même du patrimoine, ça vient du latin, bien sûr, patrimonium, qui signifie bien héritage. Mais la question, c'est que ce bien devient une succession des anciens, des parents, à leurs enfants ou à une communauté. Et donc, à ce stade, le bien devient une importance significative, une valeur sentimentale et identitaire de l'échelle familiale, mais aussi de l'échelle communautaire, régionale, nationale et même internationale. Donc, pour vous situer l'évolution du concept de monument vers celui du patrimoine, donc il faut quand même voir l'idée que M.
Jolibois a bien expliqué tantôt, que l'on ne considère pas uniquement le bâti comme étant le patrimoine. Le monument physique, le patrimoine, comme le classement l'indique, patrimoine mobilier, n'est pas uniquement le patrimoine. Il y a aussi le patrimoine naturel, donc monsieur a bien expliqué, par exemple, les phénomènes géologiques et naturels. Le patrimoine culturel, qui a aussi une dimension à la fois matérielle, mais aussi immatérielle. Mais aussi, il faut considérer qu'il y a des gens qui détiennent des traditions que l'on considère comme étant des trésors humains vivants, qui sont aussi considérés comme une dimension ayant une dimension exceptionnelle comme étant un patrimoine. Donc, le patrimoine est sujet à des réflexions savantes, mais aussi à la volonté politique, sanctionnée toutes les deux, par le public, par la volonté publique et par l'opinion publique qui en donne un sens commun. C'est à ce double titre que le patrimoine devient représentatif des sociétés. Et à ce moment, ça devient, il y a plusieurs formes d'appropriation qui se fait au niveau du patrimoine. Je signalais que mon intervention, je l'avais programmée environ une heure, et on me dit que j'ai seulement moins de 30 minutes en tout cas, et j'en appelle à votre indulgence. Je ne vais pas vous faire des cours, je vais aller droit au but par rapport à la présentation. Mais il y a des éléments essentiels sur lesquels je voudrais insister qui sont directement connectés de la journée internationale par rapport à ce thème qu'on a choisi cette année. Alors, le patrimoine, c'est quelque chose qui a de l'importance. En dehors du fait que le patrimoine a de l'importance sentimentale, identitaire, économique et même touristique, le patrimoine a des valeurs de remémoration, qui permet de se rappeler d'événements qui se sont passés, de personnages qui ont vécu, des traditions qui peuvent être transmises à des générations futures, raconter des valeurs de contemporanéité, c'est-à-dire le patrimoine permet de dépasser le passé en actualisant les faits, les événements, les personnages dans le présent, et mieux comprendre ces événements dans le contexte du passé pour vraiment avancer dans le futur. Il y a aussi des valeurs d'ancienneté par rapport à l'histoire, par rapport à l'authenticité, par rapport à l'état de conservation et la dégradation aussi. Il y a également les valeurs d'art par rapport à la beauté physique, la beauté esthétique, les techniques utilisées pour mettre en place et mettre en œuvre ce patrimoine, s'il s'agit d'un patrimoine culturel, mais s'il s'agit d'un patrimoine naturel que l'on trouve dans la nature de manière comme ça, là, c'est justement la caractéristique de la beauté qui permet d'identifier cette valeur. Et il y a aussi les valeurs d'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec les préoccupations, l'utilisation dans le temps actuel ou présent ou futur? Comment on fait, l'importance que ce patrimoine donne pour l'éducation, la science et même les aspects pratiques de vie. Alors, je voulais aussi signaler la nécessité d'une politique du patrimoine. Alors ça, c'est très important parce que, au fait, dans d'autres pays, l'État définit et applique une politique de conservation, de protection, de mise en valeur du patrimoine. La politique du patrimoine est quand même un élément de la politique culturelle d'un pays. Il y a aussi les actions de mise en valeur, des actions de mise en valeur du patrimoine et qui se font et se réalisent suivant les standards internationaux. Officiellement, ça date des années 40 et on considère ont été menées dans un contexte post-occupation américaine. Alors, on peut en discuter un peu plus tard.
Et c'est dans cette perspective qu'il y a eu la création d'institutions de l'État. Il y a eu des institutions qui réalisaient préalablement des actions au niveau, par exemple, de la conservation ou au niveau de la transmission. Mais des institutions chargées véritablement d'une gestion et d'une mise en valeur du patrimoine ont été majoritairement créées dans les années 40 ou au début des années 50, et voire même jusqu'au XXe siècle, au XXIe siècle. Il y a par exemple le bureau d'ethnologie qui a été créé en 1941, le bureau national qui est devenu le bureau national d'ethnologie. Il y a le service des monuments et des sites transformé en ISPAN, notamment à la fin des années 78 et 79. National, le bureau, la Bibliothèque nationale, il y avait eu par exemple l'INACA, qui est devenu pratiquement le ministère de la Culture. Il faut signaler, dans le contexte, dans le passé même du patrimoine en Haïti, ces deux noms qui ont contribué grandement à faire ce que, et à amener le patrimoine à un niveau tel que l'on en parle aujourd'hui. Jacques Roumet, comme j'ai dit, il était à la base de la création du Bureau national d'ethnologie en 1941, mais il faut aussi noter Albert Mangonèse, qui était à la base d'ailleurs architecte, qui a préparé le monument du Nègre Marron et qui ensuite a été le premier responsable du service des monuments et des sites. De par sa vision, il a aussi contribué grandement au projet de restauration même de la citadelle, entre autres, mais aussi à la création du parc national historique, classé aujourd'hui patrimoine mondial depuis 1982. Et dans ce grand projet de restauration, un projet assez long de 78 jusque dans les années 90, si ma mémoire est fidèle, il y a eu toute une équipe de gens, de personnalités qui ont collaboré pour la réalisation de ce projet. Je veux par exemple citer notre professeur ici, mon ami Henri-Robert Jolibois, mais je ne voudrais pas faire une liste totale de l'ensemble des personnes, mais quand même, je dois quand même signaler l'architecte Olsen Jean-Julien, Daniel Elie, Patrick Delatour, Eddy Lubin, Harold Gaspard, pour ne citer que cela. Je ne voulais pas me mêler pour les autres noms. Et là, il faudrait aussi signaler une très grande intervention du ministère de la Culture en créant la direction du patrimoine. Naturellement, il y a toute une évolution dans cette histoire que l'on pourrait discuter un peu plus tard. Mais le constat reste encore qu'il n'y a pas, à mon avis, dans l'état actuel de mes recherches, une politique culturelle ou une politique patrimoniale en Haïti. Il y a des actions qui se réalisent, mais dans le fond, on est perdu des fois quand on se demande quelle est la politique réelle. Est-ce que cette politique est claire et comment on réalise cette politique, on applique cette politique? On est perdu. Et déjà, il y a des actions qui se réalisent. Je peux féliciter pas mal l'ensemble des actions qui ont été menées depuis, mais on peut penser on peut arriver rapidement à la conclusion que ces actions sont souvent segmentées et insuffisantes même, voire inefficaces, si vous permettez l'expression, comparativement aux actions qui devaient être faites, ou si on compare à d'autres pays. Naturellement, les contextes, les moyens ne permettent pas de faire une comparaison totale à d'autres pays, mais il y a d'autres pays qui sont à peu près dans les mêmes niveaux économiques, dans les mêmes réalités sociales et politiques que nous autres, qui arrivent quand même à faire une meilleure gestion de leur patrimoine. Et là encore, il faut voir que le patrimoine et la culture en général n'a jamais été une priorité de l'État. Mais dans le même registre, quand on dit que la culture n'est pas une priorité de l'heure,
il faudrait aussi expliquer il faudrait aussi observer une sorte d'ambivalence du budget de l'État par rapport au secteur de la culture. Et cette ambivalence, on peut aussi l'expliquer par le fait que l'État investit beaucoup d'argent pour la réalisation du carnaval, tandis que pour l'ensemble du secteur, l'État n'investit pas beaucoup, tant dans la formation, tant dans les matériels, tant dans les moyens humains et financiers. Alors, la situation actuelle, c'est que le patrimoine en Haïti, actuellement, les monuments en particulier, sont majoritairement en danger. Les conséquences humaines, l'enlèvement des pierres, par exemple, les conséquences, les actes de vandalisme, les actes incontrôlés, les actions incontrôlées, nous font peur pour l'avenir des patrimoines en général. Le manque d'action, par exemple, sur la conservation et la protection du patrimoine immatériel qui a une dimension vraiment humaine, les traditions humaines, les traditions orales qui sont en perte de disparition aujourd'hui, qui sont en quête de disparition aujourd'hui, nous interpellent. Il faut dire que le patrimoine, on le sait, c'est fragile. Et c'est irremplaçable des fois. Bon, n'en déplaise à notre professeur Jolibois, citer un peu. Et il y a certains patrimoines qui sont perdus, des générations, des traditions qui sont perdues et que l'on peut même pas revenir là-dessus. Naturellement, on peut faire une limitation et la reproduction de certains cas. Il y a un autre élément que je voulais signaler, c'est le vol, le vandalisme, un peu plus récent en Haïti en termes de phénomènes que l'on en a observé, qui mérite une attention particulière. Le vol illicite des biens culturels en Haïti, qui est un facteur important à considérer pour l'avenir même du patrimoine ou des patrimoines. En termes de conclusion et perspective, je dirais que le patrimoine, c'est un bien ou ce sont des biens communs. Et en tant que tel, la responsabilité pour la gestion, la mise en valeur, l'interprétation, la protection, tout ça, ça relève de tout le monde. Il ne faut pas attendre uniquement de l'État pour faire un lien au patrimoine en Haïti. Il ne faut pas attendre. D'ailleurs, comme vous le savez, par rapport aux problèmes sociaux, politiques, économiques, voire même techniques en Haïti, on peut prendre des initiatives en lien au patrimoine, des initiatives individuelles, mais aussi des initiatives collectives pour sauver ce qui peut être sauvé, protéger ce qui mérite d'être protégé, j'ai des actions de mise en valeur, quelles que soient. Et là, je voudrais aussi signaler la dimension naturelle du patrimoine en Haïti qui est un peu très négligée, tandis qu'il y a des lieux importants de conservation de la biodiversité, tant pour les plantes, les types de plantes, ou même voir les types d'animaux, les espèces en voie de disparition. Mais il faut aussi et surtout penser à une réflexion et à même des pratiques de recherche au niveau de ce champ. Et là, il y a un rôle important à jouer. L'université ou les universités ont un rôle important à jouer dans la recherche. L'archéologie, par exemple, est un champ fondamental qu'il faudrait valoriser, puisque justement, ça nous permettrait d'identifier des espaces, d'identifier des ressources qui ne sont pas certes visibles, mais où
qui permettrait aussi d'avoir plus de données sur l'histoire, l'identité de ce peuple. Je terminerai pour dire que nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. Nous autres, au niveau de l'Université d'État d'Haïti, en tout cas, nous avons pensé à encourager d'autres professeurs, d'autres chercheurs, des étudiants pour essayer de mener une action utile pour le futur de notre patrimoine. Merci de votre attention. Merci, professeur Henrik. Maintenant, c'est le tour du discutant, le professeur Kessler Bien-Aimé. Et merci, Bianca. Et merci, professeur Demesvar, autour du thème, et notamment, c'est le thème de sa conférence porte sur le passé ou passé complexe et futur divers. Je vais m'attarder en tant que discutant autour notamment de ce thème retenu par l'ICOMOS cette année. Il s'agit de quoi? Une problématique étant posée, c'est l'épuisement des discours, et notamment sur le patrimoine, et les désengagements et désappropriations constatés au niveau national et voire international, parce que nous sommes dans les lieux de l'ICOMOS. C'est-à-dire ça concerne les différentes sociétés. Il s'agit de donner un avenir, finalement, aux sites, aux monuments. Et ça, c'est important pour l'Institut, qui est composé d'un ensemble de chercheurs, d'étudiants et de professeurs, d'intéresser notamment au discours patrimonial. Donc, il faut justement poser, nous intéressons à poser et à questionner le discours ou les narratifs ou les récits épuisés et confinés autour de la notion de patrimoine. C'est-à-dire, nous avons des sites qui inspirent l'identitaire, des sites qui inspirent la culture, des sites qui inspirent le nationalisme. En même temps, ce sont des sites qui sont en plein questionnement. Et c'est-à-dire, c'est des sites vandalisés, c'est des sites investis par la misère, investis par le besoin de survie, etc., que vous avez bien ici posé, et professeur Demesvar. Comment donner un avenir à ces monuments au-delà d'un questionnement traditionnel et un peu nostalgique, disant que voilà, nos patrimoines, on est en train de voler les pierres, etc. Mais comment questionner et voir produire un nouveau discours et inventer un nouveau discours autour de la notion de patrimoine, de nos sites que nous aimons bien, que le monde aime bien entendu, avec nous, mais en même temps, en tant que théoricien du patrimoine, vous savez que le patrimoine n'est pas éternel. Tenant compte que le patrimoine n'est pas éternel, comment donner un avenir et dans une perspective de transmission continue, durable, tenant compte que ce n'est pas nécessairement nous qui sommes ici présentes, qui vont assurer nécessairement cette transmission. Il s'agit de nos jeunes, c'est-à-dire, cela veut dire, c'est donner un avenir beaucoup plus certain à nos jeunes, et c'est-à-dire les inclure dans des démarches et de protection, de valorisation, d'identification, de diffusion, etc. Et revenons sur les propos du professeur Demesvar. Il a fait de manière notionnelle, il a présenté ce qu'on n'entend pas, mais il a en droit au but avec monsieur Jolibois, parlant de l'exceptionnalité du patrimoine et en même temps des monuments, même si moi-même de toute façon, et vous mes étudiants ici, je ne suis pas d'accord avec toutes ces questions-là, toutes ces questions, c'est-à-dire question d'exceptionnalité, notamment parlant de sites, etc. Donc ça c'est un autre débat. Et renvoie à la mémoire, et c'est-à-dire en définissant le patrimoine, les monuments, cela renvoie
à la mémoire, très bien dit, au lieu, à des personnes, etc. Ce que le patrimoine veut dire, en ce sens, et ce qu'il ne veut pas dire, c'est-à-dire, il faut retenir ça. Tout n'est pas nécessairement patrimoine, et M. Demesvar vient de nous expliquer ça. Il a regardé les différentes dimensions de patrimoine, c'est-à-dire depuis les lieux familiales, communautaires, nationaux, etc., etc. Donc, il s'agit de voir également comment l'État haïtien, à travers l'historique qu'il a fait, il a situé et finalement la protection du patrimoine depuis les années 40. Bien entendu, on peut commencer bien avant, mais M. Demesvar l'a situé dans les années 40, c'est-à-dire on peut le situer depuis les années 27 avec M. Borno. Je vous en remercie, M. Demesvar, professeur de votre État, et le public est ici bien branché à vous écouter. Et bien sûr, il y aura de questions intelligentes qui vous seront posées et élancées et énoncées par rapport à la problématique, le renouvellement de discours par rapport à la complexité et de notre héritage patrimoine culturel. Infiniment merci, M. Demesvar. Je suis Sanette Jean-Baptiste, étudiante en patrimoine et tourisme, IRA ISERS. Ma question, c'est bien pour M. Demesvar. Vous avez dit tout à l'heure que le patrimoine est en danger par rapport aux actes vandalistes qu'ils subissent. Mais comment peut-on agir pour contrecarrer ces actes? Merci. Approchez. Merci Bianca. Salut professeur Kenrick, salut tout le monde. En fait, ma question pour vous, monsieur Kenrick, est la suivante. Tout à l'heure, vous avez présenté le patrimoine comme un bien commun d'une société qui retrace l'histoire, l'identité, la mémoire de la dite société. Maintenant, ma question est la suivante. Tenant compte de la situation sociopolitique qui traverse la société haïtienne, comment, selon vous, nous pouvons utiliser les patrimoines pour remédier à cette situation? Merci. Alors, pour la première question de mademoiselle Jean-Baptiste, j'ai bien expliqué que le patrimoine est fragile. Et il y a aussi des actes de vandalisme qui se réalisent au niveau du patrimoine, notamment en Haïti. Vous êtes sans doute au courant qu'il y a exactement 1 an ce mois-ci, la chapelle de Milo a été incendiée. Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas encore révélé les coupables. Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas... Je me demande même s'il y a une enquête qui a été réalisée. Et jusqu'à présent, la restauration promise n'a pas encore commencé officiellement, disons, par rapport aux travaux. Probablement, il y a des réflexions qui se font et sans doute il y a des projets parce qu'il y a, avant de commencer, ça c'est aussi un élément important à signaler. Avant même d'entamer quelle que soit l'action au niveau du patrimoine, il y a beaucoup de recherches qui sont importantes à réaliser préalablement. Donc, probablement, ils sont en train de faire des études préliminaires qui permettraient d'arriver aux actions même de conservation. Malheureusement, vous n'avez pas pu voir le PowerPoint, mais dans le PowerPoint, j'avais ajouté des images de ce qui s'est passé récemment encore, toujours dans le Nord, avec la statue de Jean-Jacques Dessalines sur la place d'Armes du Cap Haïtien, où un individu est arrivé, il a tout brisé. Et là, on perd ça, bien entendu. Il y a l'ENATS qui a promis de faire la restauration. Il y a pas mal de monuments aujourd'hui que l'on a perdu totalement, complètement. Par exemple, dans la plaine du culte de Savoie-Port-au-Prince, il y a plusieurs ruines d'anciennes habitations coloniales dont les pierres ont été emportées pour faire de nouvelles constructions. Et même sur les sites même, regardez ce qui se passe à Santo, à l'habitation Santo, où il y a eu pas mal d'installations, de travaux et même de champs d'exploitation du sable, etc. Donc tout ça, ce sont des actes qui ne correspondent pas à l'idée même de ce qu'est un patrimoine. Et si vous me permettez, je pourrais signaler plus près de vous, là, au Champ de Mars, il y a même le mausolée, le traitement qui est fait du mausolée, aller à Sainte-Anne, à la cathédrale de Sainte-Anne, vous allez voir l'une des plus anciennes, l'un des plus anciens cimetières d'Haïti,
où il y a des restes de pas mal de personnalités qui ont marqué l'histoire même de ce pays, voyez quel traitement qu'on en donne. Et sans oublier, récemment encore, le Bureau national d'ethnologie a reçu des États-Unis, je ne me rappelle plus l'histoire, bon, j'ai les données quand même, des objets qui ont été récupérés à la suite de l'arrestation de quelqu'un. Et celui-ci a pris ces objets de manière illicite en Haïti et sont partis avec et est parti avec. Et on a malheureusement pour cette catégorie-là des objets Taino en particulier de l'époque de Taino, on a pu récupérer certains d'entre eux, mais combien sont disparus? Il y en a pas mal aussi. Bon, si la mémoire des lieux, ça m'interpelle, la mémoire des lieux devait vous interpeller. Qu'est-ce qui est devenu le Fort Touron? Qu'est-ce qui est devenu le Fort Mercredi? Qu'est-ce qui est devenu le Croix-Bossal, qui était l'un des plus grands marchés d'esclaves durant l'époque du 17e et du 18e siècle? Donc, qu'est-ce que ces lieux vous disent? Donc, tout ça, c'est pour montrer aussi l'importance de les protéger et de les sauvegarder. Ils sont fragiles, on peut les perdre totalement à un moment donné. Les actes de vandalisme qui se font aussi dans certains endroits pour essayer qui sont des endroits que l'on peut même pas circuler. Or, il y a des actes, il y a aussi des monuments ou même d'autres éléments du patrimoine, d'autres ressources que l'on pourrait exploiter pour le tourisme ou de différentes manières. Pour remédier à la situation sociopolitique, bon, le patrimoine n'a jamais été la solution totale des problèmes que confronte un pays, mais le patrimoine peut grandement contribuer à résoudre tant le problème social, tant le problème politique, tant le problème économique d'Haïti. Je peux prendre 1000 exemples pour expliquer ce fait. D'abord, en 2004, après le départ de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, il y a eu des crises politiques en Haïti et certains endroits ont été même considérés comme des zones de non-droit où l'on peut même plus circuler, et dont Cité Soleil, entre autres. Mais vous vous rappelez sans doute, ceux-là qui ont une mémoire un peu plus fidèle que moi d'ailleurs, le mouvement des artistes pour la paix en 2004 a réussi à motiver certains individus qui étaient considérés d'ailleurs comme des gangs, comme on en a aujourd'hui en Haïti, pour participer au programme de réinsertion, de démantèlement et même du transfert, parce que là encore c'est un problème majeur, du transfert de loisirs dans les quartiers populaires. Parce que le loisir fondamental qu'on leur donne aujourd'hui, c'est de leur donner une arme. Mais il y a d'autres éléments, la musique, la danse, le sport. Vous vous rappelez, Wyclef Jean était en train de jouer au basketball avec ces types-là à Cité Soleil, c'est un quartier, et je ne dis pas que c'est un mauvais quartier. Moi-même, j'ai vécu à Cité Soleil. Je peux vous dire que c'est un bon quartier. Tous les gens de Cité Soleil ne sont pas des gangs. Où il faut aussi voir comment les réinsérer. Parce que le patrimoine, en le développant par le tourisme, par exemple, peut créer de l'emploi, peut créer de la richesse. Le patrimoine doit être transmis. La transmission du patrimoine, ça n'a pas de valeur en termes économiques. C'est aussi très, très, très important de continuer à transmettre le patrimoine, sinon on risque de les perdre. Il y a, par exemple, Viviane Gauthier, récemment, qui est morte, mais c'était l'une des seules personnes en Haïti qui connaissait des danses anciennes, comme des danses traditionnelles, comme le Yanvalou, et comme vous le savez, il y en a plusieurs, le croisé les huit, il y a même des danses qui se pratiquaient depuis l'époque coloniale, quoi. Donc, c'est tout à fait important d'utiliser le patrimoine comme moteur de développement.
Et il y en a des pays qui axent leur politique de développement sur la gestion, la mise en valeur, l'utilisation du patrimoine, notamment dans le tourisme, pour assurer leur survie économique et même politique. Je peux prendre l'exemple que j'aime beaucoup, le Botswana. Allez voir ce qui se passe au Botswana. Et c'est un tourisme de luxe qui est fait. C'est même le prince Charles et sa femme aujourd'hui ont passé leur lune de miel au Botswana. Et c'était un pays à cette époque où il y avait beaucoup de discrimination sur le pays, où on parlait du taux de sida très important, etc. Il y a beaucoup à faire. On peut vraiment utiliser le patrimoine pour le développement et résoudre des problèmes sociaux dans le pays. Merci, professeur Kenrick. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. C'était très intéressant de débattre avec vous sur ce sujet. Maintenant, on va passer à la troisième intervention avec l'historien Yvenel Jean-Pierre. Il est détenteur d'une maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine. C'est toujours en ligne. Et, il est actuellement à l'ISPAN depuis 2014 à nos jours. Donc, son centre d'intérêt, c'est surtout pour le patrimoine militaire. Et voilà, donc, cette intervention est titrée « Monuments et sites en Haïti, passé complexe et futur divers ». C'est un peu bref, mais nous allons faire ce qu'on peut faire. Donc, je disais que ma présentation est axée sur 3 parties. On allait d'abord parler sur l'outil, mais étant le docteur Kenrick Demesva a déjà, disons, bien présenté Monuments et sites en Haïti. Et ensuite, nous allons parler de passé complexe et futur divers. Et nous ne restons pas là. Nous allons proposer l'économie de la culture comme une piste de réflexion sur comment gérer ou bien comment repenser la culture en Haïti. Alors, il faut dire que je tiens d'abord à dire que monuments et sites, c'est un concept en évolution. C'est-à-dire, ce que l'on disait il y a 10-20 ans n'est plus le cas. Alors, c'est un concept que l'on fixé à chaque fois puisque le sens évolue également. Donc, dans le sens le plus ancien, on pensait que... Alors, je dis que l'objectif de mon travail, je rappelle, c'est de susciter une réflexion profonde sur la nécessité de réorganiser intégralement notre vision de la culture. Et je tiens à dire que je pense que nos monuments et sites peuvent contribuer à des externalités positives importantes. Néanmoins, il faut actualiser notre conception de la culture. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un concept en évolution. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour rester dans ce débat. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un suivi. On commence d'abord par parler de monuments, ensuite de monuments historiques, on parle de patrimoine. Et même la définition de patrimoine continue à évoluer. Une nation est construite sous un symbole. Et l'État doit être un symbole assez fort pour être capable de mettre un symbole ça. C'est même gens on a regardé là où frappé Capitole États-Unis que tout le monde était sous les nerfs, t'as demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est même gens où tu es capable de prendre le Champs-Élysées ou capable de prendre d'autres monuments très importants. Alors, au Cap haïtien, il y a un individu arrivé, faire ça, capable de dire, et ils ont atteinte à un monument, casser la statue de Salina. Mais ce qui est grave, parce que il dit que c'est un personnage qui, dans la démence, qui a dit qu'il n'a pas toute lucidité. Mais ce qui est grave, c'est que tout le monde qui dans l'entourage là, selon ça, magistrat Ivo dit dans un article que Gérard Maximo écrit que monde qui a pas assisté que jeune homme ça a crasé statut ça, t'as applaudi. Donc, t'as qu'à demander et monsieur dit qu'il faut, qu'est-ce qui est fou parce que en réalité, symbole ça yo,
c'est eux-mêmes qui constituent mémoire nous comme peuple. Et c'est symbole ça qui fait que l'on a parlé, nous capables de dire, bon, je suis le fils d'Haïti, premier pays nègre indépendant, et c'est pas un cadeau, c'était sous âme de prendre. Mais comment petit tout, petite li pour le connaître, eh bien, c'est symbole ça qui là pour rappeler nous que c'est pas un cadeau, c'était sang que nous t'ai versé, c'était bataille, nous t'ai bataille pour que nous t'as capable de gagner et indépendance nous. Alors, c'est impensable de concevoir un État, comme je le disais, sans le pouvoir des symboles. La déchéance actuelle a commencé par le mépris de nos valeurs, de notre mémoire et le rejet de notre identité. Les monuments devraient être des points de ralliement, la limite à ne pas franchir. C'est ça, Mabdi, et que nous remarquons que limite ça franchit lorsque ni l'opposition ni le pouvoir, il n'y a pas qu'un jour qui respecte, quel que soit le 18 mai, quel que soit le 18 novembre, 17, bon, toute date qui a une importance pour nous, que nous sommes capables de commémorer, bien, revendication sociale, qui est très important aussi, nous prend le dessus, et que nous avons regardé que même place des Salines, on voit que monde écrit avec graffiti sous lui, et que monde monté sous tête statue, n'importe qui gens, et dans le site que les gens allé, ils font n'importe quoi, ils font tout ça au volet. Donc, on a posé question, c'est comment nous sommes capables de, disons, pallier à cette situation, comment nous sommes capables de changer et ça pour nous faire que nous gagnons une culture qui est assez forte. Eh bien, c'est dans ce sens ça, moi, je crois que c'est l'autre réorganisation de la culture. Nous pas capables de gagner, par exemple, l'argent taxe que ou-même, moi-même, nous payons depuis quelques années, les dépenser pour entretenir site. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est bien, par exemple, la restauration de la citadelle, c'est coûté à l'État des milliers de dollars. Restauration de Fojac, tout ça, c'est des sites qui sont extrêmement chers. Mais, je dis, il faut que nous comprenions que là, on va parler de monuments et sites, on va parler de patrimoine, c'est un concept qui évolue. Et nous pas parler de patrimoine comme un simple, disons, comme un simple héritage que maman ou bien les ancêtres nous léguent. Non, je dis, nous devons actualiser notre pensée. Il faut que nous regardions qui ça a fait par rapport à monde là. Il faut que nous regardions qui ça a dit par rapport à patrimoine l'autre côté. Et bien, ça a dit, il a divisé patrimoine selon ça, Christian Barrère, qui c'est un intellectuel français, écrit, il y a 3 périodes. Il y a une période côté, nous avons parlé de patrimoine, bien de monuments, comme une valeur, par exemple, comme un bien que vous transmettez. Et dans deuxième temps, nous avons parlé de patrimoine ou bien de monuments, comme une identité nationale. Par exemple, elle m'a parlé de Vertière, je me sens fier. Elle m'a parlé de Nègre Marron, je me sens fier. Elle m'a parlé de Citadelle. Je me rattache à cette idée qui a une valeur. Si on ciment, côté nous toutes, même les gens contre nous, ou c'est X, ou c'est Y, ou c'est Z, mais depuis qu'on parle de Citadelle, il fait nous songer que nous sommes haïtiens et c'est là que nous gagnons un point commun. Donc, je dis, c'est pas seulement ça, il y a une troisième étape dans les affaires patrimoine qui est important que nous devons comprendre, c'est que, je dis, nous parlons de économie de la culture. Économie de la culture, là, c'est qui ça? Donc, l'on parle de l'économie de la culture, c'est comment ou capable de faire non seulement que valer identité ça, que vous reconnaissez, par exemple, reconnaître Citadelle là, c'est pas, mais comment Citadelle là capable non seulement générer l'argent, mais générer pour le monde qui vit dans l'environnement, générer l'argent pour le monde qui vit, disons, même très loin, et bail l'État en pile l'argent. Par exemple, on apprend dans le cas de la France, côté que dans l'année, quand on est capable de dire 2013, la culture seulement bail environ 103 milliards d'euros à la France. Alors que nous-mêmes, je dis, nous continuons à supporter la culture. Par exemple, on a fait carnaval, qui ça carnaval là, c'est l'argent l'État a dépensé.
Les nappes fait fête champêtre, c'est l'argent l'État a dépensé. Les nappes fait restauration site, l'argent l'État a dépensé. Alors que, bien, l'autre vision de la culture, côté non seulement l'État a dépensé, mais ça a dépensé à y rentrer le double fois la valeur. Par exemple, comment nous sommes capables de faire champêtre, faire l'argent? C'est des bagages qui méritent, il y a des experts, il y a des réflexions qui sont capables de faire tout ça. Comment Carnaval en Haïti est capable de faire, nous faire l'argent? Eh bien, nous sommes capables de réfléchir sur ça et capables de créer des emplois, des milliers d'emplois à travers tout pays. Donc, c'est plus de 600 000 emplois que la culture, le patrimoine créé. C'est pas tellement clairement exprimé dans les visuels que vous avez sous vos yeux, mais probablement vous auriez remarqué sur la toile un concours de photographie autour des monuments et des sites et organisé, bien entendu, porté par l'organisation de la société civile Haïti Belle. J'aime bien ce nom. Il faut de temps en temps, il faut de plus souvent énoncer très systématiquement Haïti Belle. Et puis porté, bien entendu, par l'opératrice culturelle, c'est Roxane Ledan. Et très fougueuse, très systématique, très passionnée. Roxane Ledan est censée porteuse de ce projet et proposée, bien entendu, au bureau de l'UNESCO, à la Commission nationale, à l'INAPAC, qui avait préalablement organisé un format comme ça, et déjà en 2 éditions, c'est-à-dire un concours de photographie. Ce concours précisément est porté sur les monuments et des sites, et notamment divulgué, saisi à partir de la Journée internationale des monuments et des sites. Le concours est intitulé Capture ton patrimoine. Et j'aime bien cet énoncé, saisis patrimoine. Et que dans lequel concours est impliqué l'ensemble de jeunes au niveau national. Il y a un certain nombre de jurés assez connus, respectés et aimés dans la République. Et nous avons sous nos yeux ici et Madame Wendy. Et non, ils vont pas dire non, pas. Tu vas m'éviter mon nom, c'est moi-même. Et les gars disent pourquoi pas. Ok. Et puis les airs. Et puis ensuite, le photographe que j'aime bien moi-même, que j'ai étudié dans mes cours, et probablement vous qui avez suivi mon cours de photographie assez souvent, j'étudie avec vous la photographie de Josué Azor. Donc Josué, un membre du jury, et ce sont des membres qui ont pris leur temps pour visionner, regarder et analyser environ une centaine de photographies et pour ensuite sélectionner les meilleurs. Et sans particulier, bien entendu, il n'y a pas de gagnant, mais c'est analysé à travers un code et moi je pense que son moment solennel est important à ce que nous arrivions dans ce moment ça, après nous finissons par parler bien entendu de manière très cérébrale sur son patrimoine, même si M. Jolibois a bien été contacté, un peu amusant, intéressant et très animateur, et que là nous venons partir ça, que Madame Ledan, nous avons l'honneur d'introduire Madame Ledan ici. Je vous demanderai chaudement, applaudir Madame Ledan. Bonjour, mon nom c'est Roxane Ledan, Taïno L. Je suis fondatrice de Haïti Belle. Haïti Belle fait la promotion et la valorisation de la culture haïtienne et aussi de l'histoire d'Haïti. Cette année, Haïti Belle, l'UNESCO Haïti et la CNHCU, nous nous sommes mis ensemble pour vous offrir pour la toute première fois un concours intitulé Capture ton patrimoine dans le but de commémorer la Journée internationale des patrimoines et des sites du 18 avril. Il s'agit de la réception de presque 200 photos de partout sur le territoire Haïti. Ces 200 photos ont été triées, répertoriées par 4 membres du jury. Originalement, le jury était composé de 5 personnes, mais finalement, il s'est arrêté à 4 personnes. Ces personnes que nous remercions chaleureusement sont composées de Rachel Charlier-Doucette,
Edine Célestin, Wendy Désert et Josué Azor. Vraiment, merci de tout cœur à vous toutes et à vous tous qui avez participé à ce concours et merci beaucoup au jury. Je passe maintenant la parole à Wendy Désert et à Josué Azor qui vont vous expliquer le processus de sélection et aussi qui va annoncer les 5 gagnants, dont le premier est sur place avec eux. Merci beaucoup et on peut se dire à l'année prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Josué. C'était un plaisir pour nous de partager avec nous toute année qui fait, échange qui fait autour du patrimoine. Et en tant que membre de jury, nous allons aller vite parce que mon temps marche. En tant que membre de jury, nous devons recevoir 117 photos que nous devons pour évaluer. Et c'était vraiment une belle aventure dans le sens où nous découvrir des images, des espaces que nous connaissons, découvrir, et puis son façon de redécouvrir l'autre côté, découvrir l'autre talent en termes de photographie. Et nous faisons un choix qui a une discussion et tout, évaluation. Et peut-être qu'on va nous détails sur comment nous évaluer les photos. Nous avons gagné 3 critères, qui sont des critères techniques, qui sont basés 40% notre là. Ensuite, nous avons un critère artistique, aussi 40%, et puis l'originalité. Donc, et à partir de ça, membre jury est by point sous 10. Et puis, c'est comme ça nous déterminer qui est-ce qui gagne. Et, oui. Bon, Josué qui a dit toute parole honnête. C'est ça, en fait. Et nous allons commencer là. Nous allons commencer. Oui, attends. Et attends. Nous allons commencer par les résultats. Jean-Josué Dil, c'était quand même une belle expérience pour nous parce que il y a un pile nom que moi découvert, il y a un pile parce que moi travaille dans le cinéma avec photographie, donc c'était intéressant que moi découvrir des jeunes qui a fait photo dans le pays que me pas connais, que me pas connais aucun côté. C'est pour ça que moi trouvé que initiative ça sont initiative qui est louable parce que li vraiment qu'a mettre en valeur des jeunes qui a fait des belles, c'est dommage que photo pas qu'à poster là pour nous mais c'était vraiment des photos que tu as fait waouh. Qui est-ce qui fait bail ça que et c'est pas des jeunes que nous connaissons en pile non pas des jeunes que nous connaissons parce que et concours était ouvert à tout pays son concours national elle était ouvert avec que ce soit un monde qui professionnel que ce soit un monde qui amateur donc du coup il y a pile monde qui sorti en province c'est-à-dire qui sorti dans nord-ouest qui sorti dans nord qui sorti dans sud qui sorti dans sud-est à Tiboni tout côté net qui voyaient des photos vraiment c'est pas des jeunes qui dans milieu que nous qu'a dit dans milieu Port-au-Prince là qui eux même il a fait des belles bagailles qui pas connu donc c'était quand même très intéressant moi espérer à la fin rencontre là à la fin cérémonie que nous arriver projeter 5 premiers gagnants donc travail à ton petit Jean dur parce que sur 117 photos on va choisir 5 graines donc c'était vraiment dur mais qui intéressant donc on a commencé par dernier moun 5e prix faut que nous dit tout le fait que c'est un concours national donc il y a des monde qui était compliqué pour faire déplacement surtout avec situation pays donc on comme la hier et tout donc du coup nous gagnons des monde qui pas là pour recevoir prix malheureusement mais nous gagnons des monde qui là tout et donc du coup on a dit que 5e prix qui c'est Nicolas Léger les mêmes les sorti dans Caille et photo que li te voye ban nous c'est une photo de rivière Lillet qui sont zones que en pile nous pas connaît que nous découvrir tout voilà donc c'est bien que nous découvrir photo et donc 4e prix et 4e prix, lui-même, il allé en l'autre côté dans le pays, nous aller dans le nord, Cap-Haïtien, et puis qui représentait Monument Vertière, et c'est Samuel Volsi qui gagne. Oui. 3e prix, lui-même, il sorti toujours dans Cap-Haïtien, grand pile Capri, mes amis.
Lui-même, lui montre un fort que en pile nan nous pas connaît, qui c'est fort picolé, par contre si que nous même qui connaît fort ça. Et alors, deuxième prix, hein, c'est une photo qui prend Bassin Bleu, Jacmel. Et moun qui gagne là, si nous avons décrit photo, il y a vraiment un bel ajustement de teinte et de couleur. Et c'est Benel Sylvain. Et donc, du coup, pour premier prix, c'est une femme. Bien content. Désolé, mais bien content que c'est une femme. Bon, parce qu'il y a des garçons qui n'ont pas accepté, parce que moi, je dis ça, en fait, parce que moi, je fais remarque là, que moi, j'étais bien content que c'est une femme, parce que moi, je trouvais que dans le métier, ça, femme, n'a pas tellement en valeur, alors que, il y a une femme qui a pratiqué, même si pas un pile femme qui a pratiqué, mais il y a une femme qui a pratiqué, et ils ont souvent attribué le métier ça comme un métier d'homme, alors que qui pas vrai du tout. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis, waouh, ok. J'étais bien content que son femme qui l'aime découvrir non, hein, parce que le comité jury n'a pas non monio, c'est passé sous des numéros. Donc, c'est très confidentiel, c'est très transparent. Et donc, c'est à la fin, les cinq premiers ont choisi, c'est les ça qu'on est non monio. Donc, au départ, nous pas connaissons. Patience. Et moun qui fait photo ça, c'est une photo yon ancienne usine dans Fort Liberté. Usine ça relè usine Dauphin que me pense que gen pile nan nous même là qui pas connaît. Et donc premier prix c'est quartier du Merlus. N'a invité li entrer parce que li là. N'a promettre li certificat li. Fouyezo nan patrimoine qu'il tipe, la jwelo. La jwen kote n'soti, kote n'grale, la kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouyezo nan kalatou qu'il tipe, la jwelo. An nou fouyezo nan patrimoine qu'il tipe, la jwelo.